Voilà, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mettez-moi un petit message en commentaire. En fait, j'ai un souci de caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à connecter ma caméra sur l'ordinateur. Voilà, donc le son est bon. Parfait. Merci Cédric. Bonsoir à tous. Donc j'imagine que personne ne me voit. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà, dans l'invisible. Voilà, ben oui, exactement. Alors écoutez, c'est pas que je suis timide visuellement, mais j'ai testé 3 fois, ça marchait super bien. Et là, je ne sais pas faire fonctionner cette caméra ce soir. Je sais pas pourquoi ça ne démarre pas. Je sais pas quoi faire. Si quelqu'un a une idée magnifique, je suis tout oui à à vos pistes. Je suis sur Livestorm et j'ai aucune idée pourquoi ça ne marche pas la caméra. Un grand mystère s'installe. Redémarrer, oui, mais si je redémarre, il faut que je termine l'événement. Donc c'est un peu problématique. Et j'ai déjà redémarré. Donc c'est ça qui est délicat. Voilà. Bon. Un gros flou artistique, ouais. Bon, écoutez, je vais commencer ce petit temps de webinaire. Je pars pour ouais, j'ai vérifié les paramètres, j'ai tout, j'ai géré, j'ai vérifié, voilà, mettre à jour. Si je mets à jour, est-ce que ça change quelque chose? Et là, ça change. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, tant pis, je démarre avec un visuel en flou artistique. Voilà, peut-être je me présente quand même quelques minutes. Voilà, donc j'ai une soixantaine d'années, j'ai une formation de kiné au départ de mes études, je suis ostéopathe et acupuncteur. Et puis dans les années 2000, avant 2000, j'ai commencé un parcours en chamanisme. Et là, du parcours chamanique, du travail sur les rêves, beaucoup de choses se sont présentées à moi. Et, et peu à peu, j'en suis venu, mon premier travail d'accompagnement a été de travailler sur la perte d'âme, la récupération d'âme. Voilà, donc je vais parler de ça. L'âme et la perte d'âme, la récupération d'âme, donc je vais tout de suite me positionner en dehors de toute religion. Ça me paraît important à signifier. Donc je regarde vraiment l'aspect énergétique, l'aspect vibratoire, l'aspect spirituel, donc la conscience qui va avec cet aspect-là, en dehors de tout dogme religieux. Voilà, donc ça fait 13 ans que j'anime des stages en chamanisme sur ce sujet. Voilà.
Donc ce soir, j'ai prévu un petit plan. Voilà, je vais d'abord parler de l'âme, donner quelques définitions, en tous les cas les définitions qui moi me tiennent à cœur. Et puis je vais parler ensuite de ce qui peut blesser l'âme, les blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est qui blesse l'âme? Après, je vais parler évidemment de ce qui nourrit l'âme. Je vais parler des âmes en interaction, parce qu'effectivement, les âmes se doivent d'être... l'âme humaine a besoin d'interagir avec d'autres âmes, donc les âmes humaines, monde minéral, végétal, animal, la nature, voilà. Et puis, je vais parler de la place des traumatismes et de la souffrance dans le déploiement de l'âme. Voilà. Ensuite, je parlerai de l'apport du chamanisme, à quoi sert le chamanisme, pourquoi le chamanisme, quels sont les aspects spécifiques du chamanisme. Et je parlerai ensuite des soins de l'âme, des soins de guérison et de la guérison, qu'est-ce que c'est. Et puis, je prendrai un petit temps particulier pour un petit titre particulier sur se prendre en main un choix de vie. Voilà. Parce que souvent, j'observe avec l'expérience et le temps que pas mal de gens qui aimeraient faire du travail sur l'âme, en fait, aimeraient vraiment qu'on les prenne en charge. Et en fait, c'est très important de se prendre en charge pour évoluer. Voilà. Et puis, évidemment, je prendrai un petit temps de conclusion. Et puis, ce que je vous propose, au fur et à mesure, c'est peut-être de noter, pas forcément dans le chat immédiatement, parce que je vais avoir du mal à répondre à toutes les questions au fur et à mesure que je déroule cette présentation. Mais prenez le temps peut-être de noter vos questions sur un papier, sur une petite feuille à côté. Et puis, en fin de conférence, je vous proposerai de noter vos questions et puis petit à petit, je vous donnerai des éléments de réponse. Mais peut-être que ces réponses sont déjà là pour vous satisfaire au fur et à mesure du déroulé de mon intervention. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'âme? Donc, je vais déjà comprendre que parler de l'âme, c'est pas tellement matériel, donc on a du mal à le peser, à le mesurer. Donc on en parle. Pour en parler, moi je donne des images, des représentations qui peuvent faire penser à ce qu'est l'âme. Voilà, donc je vous confirme, il n'y a pas d'image, tout simplement, j'ai aucune idée. J'ai testé avant-hier, hier j'avais la caméra, et là ce soir, plus de caméra, je ne sais pas pourquoi. Le mystère de la technologie. Par contre, si vous m'entendez, c'est parfait. Allez. Donc l'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est ce qui permet de voir, c'est ce qui permet de créer la dynamique du mouvement, la dynamique de la vie, la dynamique bonjour Jocelyne, mais là, je vous entends. Coupez bien le micro. Donc je vous vois, mais c'est la première fois que j'utilise cette plateforme, donc j'ai quand même des petits... Voilà. Des petits soucis techniques. Voilà. Donc, la dynamique de l'âme, c'est vraiment de donner du mouvement à la vie. Hein. L'âme, anima, animus, animé, dessin animé. Voilà. Déjà, ensuite, je vais proposer quelque chose. Tout le monde n'est pas d'accord à cet endroit-là, mais c'est une question un petit peu plus compliquée. L'âme, dans mon expérience, dans ce que je perçois, dans ma façon de percevoir les choses, l'âme se dissolverait au moment de la mort, au moment où le sujet passe, la personne disparaît, quelque chose se dissout, et l'âme, au moment d'une prochaine réincarnation, peut se réagréger, au moins partiellement. Voilà. Donc là, c'est un petit peu technique, mais c'est pas tout à fait le propos du jour. Par contre, quelque chose de très important, me semble-t-il, l'âme peut évoluer de façon positive tout au long de sa vie. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'une fois qu'on est incarné, l'âme a son potentiel, son plein potentiel.
Oui, et en même temps, l'âme, au fil de la vie, au fil des expériences, peut continuer et poursuivre son évolution par différentes pratiques, par différents apprentissages, parce que l'âme a besoin de se charger, de se renouveler. Ça se présente tout simplement dans des curiosités que vous avez au cours de votre vie et qui fait que petit à petit, vous allez solliciter des dons, des compétences, et que ce ne sont pas seulement des compétences qui s'apprennent, ce sont aussi des compétences qui fait qu'à un moment donné, il y a un génie particulier qui s'exprime à travers des compétences acquises par l'apprentissage, par la répétition, plein de façons. Voilà. Je vais maintenant évoquer quelle est donc je donne quelques images par rapport à l'âme qui peuvent un petit peu donner une représentation de la fonction de l'âme. Donc la fonction de l'âme, un des aspects importants, une image, c'est une boussole. Donc elle sert à s'orienter dans sa vie. Et très tôt, hein, l'orientation scolaire, quel métier je choisis, qu'est-ce qui m'intéresse. Voilà, il y a quelque chose, on a une curiosité, on est aimanté dans certaines directions. Et ça, c'est une fonction très importante de l'âme. Donc c'est quelque chose à repérer pour les jeunes qui doivent avoir une orientation, par exemple, d'études ou professionnelle, c'est de se dire ma curiosité, ça m'amène où? Donc, des fois, il y a un peu d'efflottement, le temps de s'orienter. Donc, en sachant que l'orientation, elle se fait au fil des années qui passent, où il y a donc des réorientations, des réajustements qui s'induisent effectivement. Ensuite, je donne une autre image de cette âme. C'est comme une boule à facettes avec des petits miroirs, et ces petits miroirs, en fait, ils réfléchissent, ils émettent une miroir interne, et puis ils interagissent aussi avec les autres âmes, donc avec les autres miroirs. Donc en fait, quand deux âmes se rencontrent, elles interagissent. Ça peut paraître tout simple et tout bête, mais la fonction de l'âme, c'est d'interagir, mais c'est une interaction qui cherche à s'enrichir mutuellement. Ça, c'est fondamental à comprendre. On n'est pas fait pour vivre isolé. On a besoin de moments d'isolement et de retour à l'intérieur, donc on a besoin de solitude, mais on n'est pas fait pour vivre isolé, on est fait pour interagir et s'enrichir du partage avec d'autres âmes. Ensuite, je donne une autre image de cette âme, et là, c'est pareil, c'est une image. Cette âme, elle flotte entre le corps de souffrance et le corps de lumière. Donc, c'est compliqué. Déjà, ces deux termes peuvent vous paraître étranges. Donc, il y a le corps physique, et c'est comme si dans ce corps physique cohabitaient en même temps, ensemble, deux corps. Un corps physique qui est amené à souffrir de par l'expérience de vie, et un corps de lumière, toujours pareil, impalpable, c'est de la lumière, insaisissable. Et ben c'est difficilement exprimable. Donc après, on peut avoir l'intuition de ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi amener cette notion de corps de lumière, parce qu'en fait c'est ce corps de lumière qui révèle la poésie spirituelle de l'humain, d'un être humain. Voilà. Donc ça se voit pas forcément. Mais on peut l'observer à travers des formes charismatiques, des comportements altruistes, de la bienveillance. Voilà, il y a quelque chose une douceur, une gentillesse, une attention à son prochain. Voilà. Et ce flotteur, en fait, comme il est flottant entre la lumière et la souffrance, ben ce corps de souffrance, des fois, il peut beaucoup plus fasciner que de voir comment l'âme, elle peut être nourrie de lumière. Voilà, donc il peut y avoir une réelle ambivalence dans son expérience intérieure, dans son expérience de vie, où très souvent, dans un premier temps, ben en fait, on souffre beaucoup plus. Souvenez-vous de vos moments à l'école, au collège, où on comprend pas bien ce qu'on fait là. On trouve qu'il y a trop de maltraitance, trop de difficultés dans ce monde, même à l'école, dans sa classe, où on se sent un peu étranger, même parmi les mêmes que soi. Donc il y a quelque chose dans l'âme qui a besoin de se régler, de se trouver, de s'apprendre, pour pouvoir petit à petit, je dirais, monter dans une puissance d'expression ajustée au plaisir et au bonheur de l'incarnation et de sa vie, du sens de sa vie.
Hein. C'est pour ça que des fois, on arrive à la question principale, enfin une question très importante, c'est quoi ma fonction de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi, qu'est-ce que je suis venu faire là, c'est quoi le sens de l'incarnation, voilà, des grandes questions qui sont quasiment philosophiques. Ensuite, la fonction de l'âme, pour moi, c'est aussi de s'ouvrir à sa fonction et à sa dimension intérieure spirituelle. Donc évidemment, c'est rarement parlé dans les familles, rarement évoqué à l'école, peut-être éventuellement un peu expliqué dans les églises, dans les catéchismes, dans les différentes religions, et c'est pas forcément évident, parce que souvent on rentre plus dans l'apprentissage de textes, de prières, et la fonction spirituelle, elle est pas forcément enseignée avec simplicité. Et pour moi, si je devais parler d'une définition simple pour moi de la spiritualité, je dirais c'est élever mon niveau de conscience par l'expérience. Et peu à peu, d'entrer dans une dimension de sagesse de la vie. Voilà. Et ce qui n'est pas tout à fait un chemin facile. Dans cette deuxième partie maintenant de mon plan d'expression, je voudrais évoquer qu'est-ce que c'est qui détériore l'âme. Voilà, il y a vraiment des choses qui détériorent la puissance du moteur de cette âme qui amène une dynamique de vie. Alors, l'âme, elle se renforce dans la vie, dans le mouvement, dans la dynamique, dans la rencontre. Mais la rencontre face à face. Et là, donc ce soir, on a déjà une rencontre qui rate le visuel. Bon, j'espère que ma voix elle est suffisamment claire et posée pour qu'elle vous porte un peu. Donc c'est un peu comme si on était dans une radio à l'ancienne. Et en tous les cas, pour nos jeunes et pour nous-mêmes adultes, l'âme ne se renforce pas à travers les écrans. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est intéressant parce que ça permet de rester en lien, mais s'il y a une addiction et un trop d'écran, ça amène une détérioration de l'âme, de cette puissance. L'âme ne se renforce que par l'interaction, le sport, la discussion, les conversations, voilà. Quelque part, l'âme se détériore dans tout ce qui nous prive de liberté. Liberté d'expérience, liberté d'exploration. Tout ça, ça coupe un élan naturel qui est un élan d'exploration. Après, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux pour explorer le monde. Ils ont une extraversion, on pourrait dire, dans une terminologie jungienne qui permet de s'envoler à l'extérieur. Et puis, il y en a, ils sont beaucoup plus introvertis, il y a une forme de timidité. Voilà. Mais quelqu'un qui s'enferme sur un écran, qui s'enferme dans des jeux en ligne, c'est une privation de liberté. Et la liberté amène ce mouvement naturel d'exploration. Ensuite, ce qui coupe l'élan vital aussi, ce sont tous les traumatismes dont on ne se remet pas. Un trauma, c'est une privation de liberté, quelque part. Je me casse une jambe, bon, évidemment, on est privé de liberté le temps qu'il y a une réparation, mais il y a les traumas physiques, il y a les traumas psychiques, comment dire, psychologiques, évidemment, tout ça, ça s'entremêle, mais c'est vraiment tout ce qui est traumatique à tout moment de la vie, avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance. Hein. Donc évidemment, il y a des traumas dont on se souvient, et puis il y a des traumatismes qu'on a totalement oubliés parce que qui se souvient de sa vie avant 2 ans, quoi, on va dire, ou avant 1 an, 1 an et demi. Voilà. Donc ça demande un travail d'exploration particulier pour effectivement se souvenir de périodes traumatiques, on va dire avant 2 ans, pas d'une façon un peu générale. Ensuite, ce qui prive et ce qui détériore l'âme de sa dynamique, ça va être tous les conditionnements serrés. Alors, qu'est-ce qu'un conditionnement serré? J'ai pas trouvé mieux comme mot. C'est un conditionnement qui restreint un mode de pensée, qui restreint une façon de s'ouvrir, une curiosité, tous des conditionnements. Alors, ça peut être des conditionnements familiaux, des conditionnements d'études, scolaires,
voilà, où il y a des pensées dogmatiques qui peuvent être déversées même à l'insu des enseignants, ou des parents, mais qui amènent une pensée très limitée. Hein. Garder un esprit libre, une pensée libre, en traversant de longs cycles d'études, c'est quand même pas facile, et ça demande souvent une relecture de ses apprentissages, une relecture de son éducation pour s'apercevoir qu'il y a eu des moments de conditionnement serré ou une éducation serrée, en sachant que le conditionnement, il y a plein de conditionnements positifs et nécessaires à la structuration. Donc c'est une structuration nécessaire qui permet de bien vivre ensemble. Et puis, il y a des endroits où la structuration, le conditionnement a amené une restriction et un manque d'ouverture d'esprit. Voilà. Amène aussi une détérioration de l'âme, tout ce qui nous met en isolement. Hein. Ça crée une blessure. Alors, blessure plus ou moins forte. Si simplement vous repensez ce qui s'est passé pendant les confinements de la période 2020, la série de confinements qui s'en est suivie, tout le monde a remarqué que vivre isolé dans une maison, même avec sa famille, avec ses proches, et ne pas avoir le droit de sortir, personne n'a vécu. Alors il y a plein de gens qui ont vécu des moments, voilà, de retour intérieur qui étaient bien nécessaires et utiles pendant un certain temps, mais tout le monde a fait l'expérience que c'était pas une bonne idée d'y rester pendant des semaines et des semaines. Voilà. Donc ces isolements provoqués par la politique de l'époque, provoquer un enfermement, tout le monde a bien compris qu'il y a quelque chose qui s'étiole, qui se dévitalise et que c'est pas la vraie vie. Et dans cet endroit-là, en lien avec alors, ouais, merci Nelly, j'ai testé en bas, gérer tout ça, donc j'ai cliqué partout, mais ça relance pas la caméra, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, dans ce qui est très enfermant et très détériorant pour l'âme, en fait, c'est quand la pensée, elle reste coincée dans des événements du passé, hein, comme s'il y avait un ressassement qui entrave la libre pensée. Cette libre pensée, elle est tournée vers le futur, elle est tournée vers des projets, vers des envies, vers de la créativité. Et il faut repérer ça en fait dans la dynamique d'une personne, en lien avec l'âme. Ça peut paraître un peu étrange de mettre la pensée et l'âme en lien, mais les deux sont très en lien. Dès que la personne tourne en boucle des traumatismes, est identifiée au traumatisme, est identifiée à une histoire, est identifiée à quelque chose de son passé, l'âme se coince dans une moindre évolution. Alors, ça peut être des choses extrêmement douloureuses, mon histoire traumatique quand j'ai 5 ans, 10 ans, mais pensez aussi que c'est aussi quand la personne ressasse un passé bien heureux. C'est-à-dire que quand la personne dit « avant c'était tellement mieux, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'avais mes enfants à la maison, quand voilà, les vacances à tel endroit, voilà ». Quand la personne ressasse un passé merveilleux, en fait l'âme se trouve coincée, se trouve entravée dans une liberté à créer un futur enchanteur ou qui donne des opportunités créatrices. Voilà, il y a vraiment cette dimension très importante à repérer, c'est le ressassement dans le passé, que ce soit un passé merveilleux ou un passé délabré. C'est comme si mon identité était figée dans le passé. Se désidentifier du passé, c'est extrêmement, ça prend un peu de difficulté parce que on aime se nourrir d'événements passés. Le futur, on ne le connaît pas et on ne sait pas ce qu'il va devenir, donc on peut être très insécure. Hein. Donc ça, je vais y revenir après. Ensuite, dans un autre moment, un autre petit chapitre, je vais parler de qu'est-ce qui est une meilleure nourriture pour l'âme. Qu'est-ce que c'est qui nourrit de belle manière l'âme? Ce qui nourrit de bonne manière l'âme, c'est tout ce qui libère des potentiels. Des potentiels intérieurs que vous pouvez connaître, que vous avez pu connaître, que vous avez mis un petit peu en jachère, ou l'intuition d'une curiosité à aller
partir en quête vers quelque chose. Alors, très simplement, c'est des exemples tout simples, mais je suis timide à chanter, j'ai toujours eu envie de chanter, mais je ne passe pas le pas de prendre des cours, de rentrer dans une chorale. Voilà, il y a quelque chose qui est tellement un peu effrayé ou un peu intimidé que pendant 10 ans, je ne passe pas la porte d'une chorale. Voilà. Ou alors, je vais la passer, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me dise, mais si, viens avec moi et tout ça. Voilà. Ça peut être aussi, j'ai envie d'étudier telle chose, j'ai une curiosité vers tel domaine. Alors, moi, je le vis beaucoup avec des gens qui me donnent leur témoignage, qui me disent, oh, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de découvrir le chamanisme, parce que voilà, c'est une grande partie de ce que je porte et de mes enseignements. En fait, les gens, ils mettent des années, alors ils lisent beaucoup, parce qu'ils ont une tête, alors une intelligence, donc ils lisent, et puis au bout du compte, ça sert à rien parce qu'il faut passer par l'expérience. Et repérez bien ça, c'est que souvent, quand les gens se coincent dans des livres, alors il y a beaucoup de livres qui sont d'excellents ouvrages pour apprendre, pour découvrir, mais le passage par l'expérience, où on sort de la page imprimée, en fait, ce passage à la rencontre, là, il y a souvent une petite barrière à franchir, et l'âme adore passer des barrières. Voilà. Et ça, ce qui va nourrir l'âme, ben c'est en fait quand il y a une audace à écouter ses appels intérieurs, écouter sa petite voix, écouter une curiosité. Une curiosité, c'est pas forcément pour faire 20 ans de chorale. J'ai une curiosité pour le chant, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'apprendre un instrument, j'ai envie de découvrir une autre langue, un autre pays. Ben, je passe le pas et je vois ce que ça donne. Donc, oser passer des tentatives. Souvent, pour beaucoup de Français, il y a une peur d'échouer, la peur de l'échec. Hein. Et comme notre système scolaire, notre système éducatif, il castagne, il y a beaucoup de maltraitance autour de l'échec. En fait, on est obligé de passer par l'échec pour apprendre. S'il n'y a pas d'échec, s'il n'y a pas de remise en question, en fait, on n'apprend pas. Donc, il faut accepter d'essayer, de ne pas y arriver, d'essayer, et puis de se remettre chaque fois dans dans une nouvelle quête d'apprentissage, de découverte et de passage à l'action. Ensuite, ce qui nourrit l'âme souvent, on l'oublie, beaucoup d'adultes ont oublié leur rêve d'enfance. Moi, je dis souvent, retrouvez les paysages, vos rêveries, et ça peut paraître étonnant, mais par exemple, moi j'aimais beaucoup les Indiens, les cow-boys, les westerns, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'était pas seulement ça qui m'intéressait. Si je le regarde d'un autre plan, ben c'était la sagesse indienne. Et comme par hasard, c'est par là que je suis passé de retrouver cette conscience amérindienne qu'évidemment a été dissimulée et dissipée et voire effondrée par la conquête de l'Ouest des Européens sur les Amérindiens. Voilà. Donc, et en fait, c'est des petites curiosités, des appétences qu'on a eues et des curiosités, des choses qui nous ont passionnés quand on était petit. Ça peut être les dinosaures, ça peut être la conquête spatiale, ça peut être les enfants, les bébés, les animaux, plein de choses, de l'écologie. Et en fait, il y a quelque chose en nous qui a besoin de suivre, de retrouver ce chemin et souvent de faire des ponts entre les différents ponts de curiosité qu'on avait dans notre petite enfance. Ensuite, ce qui aide l'âme, en fait, c'est de rentrer en contact avec nos intuitions. J'ai parlé de la petite voix intérieure, nos instincts animaux. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que, comme un animal intérieur, si je me dis est-ce que j'irai bien dans tel pays, qu'est-ce que dit mon cœur, qu'est-ce que dit mon intuition, qu'est-ce que dit ma petite voix intérieure? Ça fait un grand élan de oui, j'ai très envie d'y aller, ou un oui, ouais, mais j'ai tellement peur, donc ça c'est bon signe, ou alors mais non, j'ai pas envie, en fait, c'est plus mon truc. Hein. Et donc cet instinct de l'intuition est extrêmement important à rééduquer, à réapprendre. Voilà. Et puis, il y a un petit truc aussi.
Jung en parlait évidemment beaucoup, ce sont les synchronicités, les hasards, les conversations entre amis, un film qui touche, voilà. Il y a beaucoup de répétitions comme ça par la magie des hasards, la magie des synchronicités qui font qu'à un moment donné, c'est de se dire waouh, mais pourquoi ça revient aussi souvent à mes oreilles tel truc? Est-ce que par hasard je n'aurais pas une petite exploration, vivre quelques expériences de ce côté-là, hein? Moi, j'ai beaucoup évolué. Dans un premier temps, j'ai très peu fait confiance à mes intuitions, ça me dérangeait. Et puis au fil de ma vie, j'ai appris à accepter, à écouter, et puis de temps en temps à ne pas écouter mes intuitions et à prendre la leçon en disant zut, j'aurais dû écouter mon intuition de ce moment-là. Voilà. Donc c'était un vrai encouragement. L'âme a quelque chose d'instinctif, d'intuitif, de petite voix intérieure. Elle chuchote. Et plus on est fort mentalement, plus on est conditionné, plus on a un haut niveau d'études, bah parfois plus on est coincé et moins on écoute les élans de son cœur, tout simplement. Alors, un aspect important dans ce qui peut un peu dérégler ces messages très fins au niveau de l'âme, au niveau de l'intuition, au niveau de notre instinct animal, c'est les émotions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des émotions positives qui tirent vers le haut, donc la joie, le bonheur, le plaisir, l'altruisme, s'émouvoir de beauté, sur la beauté, voilà, il y a quelque chose d'enchanteur, ça tire vers le haut. Donc ça passe. Et dans cet univers-là émotionnel intérieur, automatiquement, on peut ressentir plus librement. Et l'inverse est totalement vrai. Quand il y a des émotions négatives, donc je vais parler je suis triste, de la colère, les rancœurs, le ressassement, même les pensées obsessionnelles, tout ça, ça tire vers le bas, ça gêne parce qu'il y a quelque chose qui se ternit et pendant que je suis en train d'être mal émotionnellement, d'être chargé émotionnellement, c'est comme si mon ventre, mon torse était plein et en fait, ça me coupe quasiment instantanément de mon feeling, de mes intuitions, de la partie la plus sensible et la plus lumineuse de mon être. Hein, c'est pour ça que je parlais du corps de lumière et du corps de souffrance. Une émotion négative, elle va aller se coller et renforcer mon corps de souffrance. Et donc, automatiquement, le corps de lumière, il s'étiole. Enfin, c'est pas qu'il s'étiole, mais il fait peu de bruit, lui. Il est pas très discret. Une émotion négative, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Bon, après, une joie qui explose, évidemment, ça fait du bruit aussi. Mais il y a quelque chose dans l'émotion lourde qui vraiment écrase l'intuition, écrase ce sensible à l'intérieur de moi. Donc, un trait particulier, une remarque particulière par rapport aux addictions, parce que quand on est écrasé par les émotions négatives, des émotions lourdes, les préoccupations, le ressassement, il y a quelque chose qui cherche à s'anesthésier. Donc, pour s'anesthésier, il n'y a pas 50 solutions. Un coup de marteau sur la tête, ça marche. Mais le plus souvent, ça passe par des addictions que sont les écrans, l'alcool, la nourriture, le sexe, les jeux, etc., etc., etc. Et ça cherche uniquement à faire taire un petit peu ce corps émotionnel qui vient écraser le corps de lumière. Voilà, donc pour retrouver un petit peu de calme. Quelque chose de très bon aussi qui permet d'amener une meilleure nourriture pour l'âme, c'est tout simple, hein, mais c'est créer, organiser de la beauté autour de soi. Mettre la table, une jolie table, avec peu de choses simples. Créer de la beauté autour de soi. Mettre une enlumineur, mettre une petite lumière, allumer une bougie. Dans les gestes les plus simples du quotidien, dans son environnement, eh ben, l'âme va trouver quelque chose de réjouissant dans les actes les plus simples. Et pensez toujours que comment je peux faire pour créer de la beauté dans mon environnement proche,
vous êtes dans un bureau d'une institution vraiment qui fait pas du tout attention, les peintures sont vieilles, sont écaillées, c'est terne. Mettez des tableaux, mettez une plante, mettez des choses qui coûtent rien, mais qui pour vous vont vous aider à vous évader dans le rêve d'un joli paysage, d'une belle photo, de quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Et pensez à créer et à réfléchir, qu'est-ce que c'est que le bien-être pour vous? Souvent, une âme blessée, une âme qui souffre, elle va chercher à créer des trucs bien pour l'autre. Et elle oublie de se regarder pour dire qu'est-ce que c'est qui est bon pour moi, hein? Donc on est toujours dans ce chapitre, qu'est-ce que c'est qui est bon pour l'âme. Donc pensez à créer, rééduquez-vous à créer du bien-être et de la beauté pour vous, autour de vous. Ouais, j'ai nommé l'aspect rééducatif parce que ça peut paraître bizarre, mais posez-vous la question, est-ce que j'arrive vraiment à m'octroyer de bons moments pour moi, surtout lorsque je suis attrapé par le boulot, surtout lorsque je suis attrapé par ma famille, surtout quand je suis attrapé par mes enfants, par un soutien de famille, un parent qui va pas bien, que je suis obligé d'accompagner, des enfants qui vont pas bien, que je suis obligé d'accompagner. Est-ce que j'ai des sas de récupération? Voilà. Ensuite, je vais passer sur l'aspect, un point que j'ai amené au départ, c'est l'âme est faite pour interagir. Ces interactions d'âme, elles vont... il faut comprendre que l'âme n'est pas mentale. C'est au mental à descendre au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, au niveau de cette âme, pour la rencontrer et rentrer dans du silence intérieur, dans ce vide intérieur pour pouvoir l'écouter. Et souvent, beaucoup, ce que vivent les gens, c'est une charge mentale permanente. La boîte crânienne, souvent il y a une hyperactivité cérébrale, voilà, au potentiel intellectuel, ça s'arrête jamais, les gens savent pas comment débrancher ça. Donc il y a plein de façons de faire pour diminuer le mental, mais il faut bien comprendre que en descendant mon point d'observation dans le vide, dans le silence, il n'y a pas de choix. C'est par là que je peux sentir les messages les plus discrets de ma petite voix intérieure. Donc la première interaction de l'âme, c'est d'interagir avec mon mental. Et mon mental doit descendre à la cave dans les profondeurs de mon cœur pour trouver du silence, du vide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux m'écouter différemment? En essayant d'arrêter de mettre mon mental dans le futur, dans des projets, dans des résolutions de problèmes, de conflits dans tous les sens. Voilà. Ensuite, il y a évidemment l'interaction avec les autres. J'en ai parlé, donc l'importance de créer des opportunités de rencontre, de partage, d'expérience, de partage de plaisir, voilà. Et puis, autre chose d'important, l'âme interagit avec l'âme des défunts. L'âme interagit avec l'invisible. Voilà. L'âme interagit, donc vous allez tout de suite comprendre, par exemple, à travers les rêves. Mon âme retrouve des gens dans des rêves. Alors, ce sont des gens qui y vivent, des gens que je ne connais pas, des gens que j'ai connus qui sont passés de l'autre côté. Mais en fait, notre âme, quelque part, porte en elle des compétences à communiquer très finement avec de l'information, et cette âme est nourrie par ces informations. Donc c'est la porte des rêves, l'attention à porter aux rêves, l'importance de porter attention à ses songes, une petite sieste, une pensée flottante, voilà. Il y a quelque chose qui peut se révéler par cette voie-là. Et l'âme, je le disais,
qu'est-ce que c'est la force spirituelle d'un être? Pour moi, c'est un chemin de conscience. L'âme, c'est une opportunité qui révèle quelque chose de conscient. Ben, cette conscience qui m'est propre, elle est en conscience, elle communique, elle interagit avec d'autres consciences, d'autres plans de conscience. Donc, on est dans de l'impalpable qui communique avec de l'impalpable. Donc, vous voyez la difficulté, quand je dis d'impalpable, de l'insaisissable. En sachant que la conscience n'a pas de goût, n'a pas d'odeur, quoi. C'est pas quelque chose avec quoi on peut se gargariser d'être super conscient, voilà, parce que voilà, on peut voir la conscience de quelqu'un qu'à travers ses actions, à travers sa pensée évoluée, à travers sa pensée qui sort de l'ordinaire ou qui amène quelque chose en disant waouh, là je l'avais pas vu venir, disons c'est calé, quoi, ce que tu dis, j'entends personne dire ça, voilà, il y a quelque chose qui surprend dans la conscience. Après, il y a des consciences moyennes, voilà, qui suffisent. La conscience, elle se révèle aussi à travers ses créativités. Voilà, le génie d'un peintre, le génie d'un compositeur, le génie d'un cinéaste, d'un écrivain. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se balade par là. Et en tout individu qui fait un chemin, tout individu fait un chemin, même quand il fait pas de développement personnel ou de stage ou quoi que ce soit, qui va pas en prière, en méditation, en fait, naturellement, l'expérience amène petit à petit, par les frictions, les frictions de la vie, amène des déploiements de conscience. Donc, globalement, entre la naissance et la fin de sa vie, le plus tard possible, notre conscience a évolué. Globalement, les bêtises qu'on faisait quand on avait 10 ans, quand on avait 20 ans, on les fait plus quand on a 60. Si ça se passe bien, normalement, la plupart des gens font plus les mêmes bêtises à 60 ans qu'ils nous fait à 20 ans. Voilà, ça c'est donc quand ça se passe bien. Ensuite, cette conscience, quand elle évolue, il y a une partie dans tout individu d'âme, de conscience qui est comme en jachère. C'est-à-dire que c'est déjà là, c'est comme si c'était préinstallé, et puis petit à petit, elle évolue, enfin, elle se révèle. Et c'est comme si cette conscience en évolution, par la friction, par une préinstallation, cette évolution, c'est comme si ça créait un axe vertical. Alors pareil, c'est une image, mais cet axe vertical, c'est comme un axe de vérité. L'axe de vérité, c'est quelque chose qui se situe au-delà de la vérité humaine, au-delà des lois humaines. La conscience, au fur et à mesure qu'elle progresse, qu'elle chemine, qu'elle engrange de la conscience et qu'elle se déploie, elle travaille son axe de vérité. Et ça se présente comment? C'est que quand quelqu'un en face est en train de mentir, ou d'essayer d'embobiner, comme on dit, ben, en fait, à l'intérieur, et c'est très intuitif, tout de suite, on sait que c'est du mensonge. Et au fil du temps, au fil de l'expérience, au fil des apprentissages, au fil de la conscience qui se déploie, ben, si l'autre en face est en train de raconter des cracks, l'axe de vérité s'affirme et en face on fait, ben non, ça marche pas. Voilà. Et ça, c'est très important parce que les axes de vérité individuels, peu à peu, règlent un axe de vérité collectif. Et la grande période de crise que nous vivons et que nous traversons actuellement, si vous regardez bien, les vérités sortent. Le mensonge et la quantité de mensonges systémiques au niveau local, régional, national, international, les mensonges et les manipulations se dévoilent de plus en plus parce que les axes de conscience se sont mis en réseau. Les vérités individuelles comportant du développement de conscience se mettent en vibration commune. Et alors, ça peut paraître un peu étrange, mais observez ça. Et petit à petit, les mensonges ne passent plus. Les mensonges médiatiques, les mensonges politiques, les mensonges, etc., etc., ça ne passe plus. Et ça s'est joué à travers le développement pendant des années et des décennies, où les mensonges et les secrets de famille ont été révélés. Les gens qui étaient en thérapie, etc., qui travaillaient sur ces aspects-là,
petit à petit, se sont mis en quête de révéler les vérités, les mensonges, les secrets, comme on dit, les cadavres dans le placard, au sein des familles. Et ça s'est pas fait uniquement en France. Si vous avez parcouru un peu des réseaux dans d'autres pays, partout dans le monde, les gens, moi je connais pas bien la Chine ni la Russie par exemple, mais dans beaucoup de pays à la pensée occidentale, les choses familiales sont sorties du placard. Et ça, collectivement, au niveau individuel, au niveau familial, ces consciences qui se sont développées au fil du temps ont amené des consciences qui se sont développées. Et aujourd'hui, la crise actuelle, les gros mensonges qu'on a essayé de faire passer dans les années 2020, en fait, ça pète aux yeux de tout le monde, ça ne passe plus. Et ça, c'est très important parce que un des jobs de l'âme, c'est d'ensemencer, de préparer le meilleur du futur. Voilà. On ne le voit pas tout de suite, évidemment, parce qu'il y a des guerres, des machins, des conflits dans tous les sens et qu'on a l'impression que ça va être la catastrophe nucléaire ultime. Et pourtant, le meilleur est en train de s'organiser. Mais pour le moment, ça frictionne, évidemment. Voilà, je voudrais aborder maintenant le chapitre sur la place des traumatismes et de la souffrance. Nous aimerions tous que notre vie soit un long fleuve tranquille. Hélas, pour personne, je pense que personne au monde, même pour les plus riches, les plus nantis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Toujours arrivent des épreuves. Alors, la place du trauma, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un trauma trop violent, qui touche l'âme trop violemment, peut faire mourir. La graduation de ça, c'est que une âme blessée, le job de l'âme, c'est de laisser à la personne l'envie de rester vivant. Une âme qui se désespère trop, elle glisse. Et quand elle glisse, elle meurt. C'est terriblement efficace, par exemple, pendant les camps de concentration. J'ai la chance d'être né après. C'était très, très décrit. Les gens remarquaient dans les camps de concentration, dans les pires abominations, le moment où quelqu'un se laissait mourir. Son âme était tellement brisée qu'elle se laissait partir et en un jour ou deux, l'âme de la personne avait quitté son corps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme, c'est une force de survie, mais la force de survie, elle peut se rompre. On n'est pas increvable. Il faut se méfier de se mettre dans trop d'épreuves. Combien d'hommes, je prends des hommes de guerre, sont rentrés de conflits armés complètement brisés. Hein. Combien de gens qui se mettent dans des expériences trop difficiles, à un moment donné, ils pètent les plombs, ils tombent dans de la dépression. Hein. Donc, la fonction de l'âme, c'est de maintenir la survie, si possible, d'enclencher un futur meilleur. Et puis, l'âme, elle glisse avec une des fonctions de l'âme, c'est aussi de rentrer dans l'acceptation de sa fin de vie, de vie incarnée. Voilà. Souvenez-vous de cette phrase, tout ce qui ne te tue pas peut potentiellement te faire grandir. Donc, ça fait souffrir. Dans la souffrance, il y a un besoin d'apaisement de la souffrance, donc sortir de cette ornière qui fait patiner la dynamique de vie. Et en fait, si vous regardez dans vos vies, toujours il y a eu ce moment de l'épreuve, ce moment de descente, et puis ce moment où ça tourne en boucle, on ne sait pas comment faire, puis à un moment donné, hop, il y a une sorte de sortie d'ornière, une rééchappe qui se passe, hein, un échappement, et de cet échappement, il y a une leçon qui est prise, il y a une vitalité qui est prise éventuellement. Hein. Donc, une souffrance, un conflit, une difficulté, c'est toujours une stimulation, une opportunité pour apprendre. C'est une opportunité pour sortir de la sidération. Une sidération, c'est quoi? Ça gèle, c'est froid, ça bouge plus, c'est moitié mort. Hein. Donc une sidération, quand vous repérez une sidération, elle peut être complète, hein, donc c'est quasiment une dissociation hein, sur une expérience très douloureuse, donc il y a une dissociation, la personne est là, vivante, puis on sent qu'elle est plus tout à fait là. Et puis,
dans la perte d'âme, c'est comme si il y avait une partie de la dynamique de la vie de la personne qui était coincée dans un événement de vie très difficile. C'est comme si la personne avait une partie de son essence vitale qui était restée coincée dans le passé. Alors à ce moment-là, la personne, elle est là, elle a toujours une dynamique de vie, mais c'est comme si, au lieu d'être à 100% de sa dynamique, de ses possibilités de dynamique de vie, elle était à 70%. Et puis, si vous mettez 3, 4, 5 traumatismes très importants qui blessent la personne, ben c'est comme si la personne était coincée dans 3, 4 événements de vie différents qui se sont répétés et qui fait que la vie pour cette personne, au jour d'aujourd'hui, elle est complètement anéantie dans de la dépression. Ça, c'est très grave, très important. Et ça échappe potentiellement à la psychothérapie parce que ce n'est pas qu'une blessure psychologique à répétition, c'est une blessure évidemment dans une dimension psychologique qui peut être en partie réanimée, restimulée par le travail thérapeutique et de psychothérapie, de thérapie, mais la partie spirituelle reste figée dans des espaces-temps du passé qui tournent en boucle, qui sont gelés, qui sont sidérés. Voilà. Très important de comprendre cette sidération. Ça donne quelque chose de très terne. C'est comme si la vitalité de la personne devenait plus terne. Alors, l'objectif quand il y a un trauma, ce type de trauma qui amène ce qu'on appelle une perte d'âme, donc une perte de vitalité spirituelle qui donne une dynamique joyeuse dans la vie, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est de sortir la personne de cette sidération dans le passé. Donc là, on est vraiment dans la dimension quantique du soin. Donc ça oblige à avoir des capacités pour aller voyager, entre guillemets, dans l'espace-temps de la personne où il y a cette sidération. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le soin de récupération d'âme. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, pour la personne et son mental, c'est très important que cette personne se désidentifie de la souffrance associée au trauma passé. Parce que beaucoup de personnes, à leur insu, en fait, sont structurées par les blessures de leur passé. Je suis un ex-enfant violenté, je suis un ex-enfant traumatisé, et je raconte mon histoire, c'est mon histoire, ça a été mon histoire. Dès que c'est mon histoire, automatiquement, mentalement, je me coince dans le passé, et l'âme est privée en partie de sa dynamique d'évolution vers le futur. Ces moments-là sont très importants à comprendre parce que il y a l'expérience douloureuse du passé, évidemment, mais il y a aussi mon mental dans mon présent qui me maintient et qui me prive d'une dynamique de l'âme. Et à ce moment-là, je peux faire tous les soins de la terre. Il y a un endroit qui va échapper parce que je suis identifié à mon histoire. Ensuite, ça peut paraître bizarre aussi, mais il faut que je me désidentifie de mon futur. C'est-à-dire que dans la loi de causalité, si mon histoire passée est terrible et que je la ressasse automatiquement, la causalité de ma vie entravée dans le futur est conditionnée par ce passé obligé. Un passé qui s'oblige et qui se maintient automatiquement conduit un futur plus ou moins conditionné avec une direction induite par mon histoire. Si je choisis de me désidentifier de l'histoire, ça ne veut pas dire que je suis dans le négationnisme de mon histoire, pas du tout, mais il y a une sagesse apprise, une force récupérée. Cette force, je peux la dédier à générer un futur beaucoup plus enchanteur que le futur conditionné par mon histoire passée douloureuse. Voilà. Il faut bien comprendre cet endroit-là parce que je peux tisser moi-même un tapis dans lequel je vais trébucher tous les jours, tous les matins au réveil. Et automatiquement, je tombe parce que pendant la nuit, pendant la veille, j'ai tissé ce tapis en me racontant toujours la même histoire. Et enfin, quelque chose de très important, c'est de rêver son futur.
Alors, rêver son futur, ça veut dire faut que j'ai des projets, faut que j'ai des idées. Mais ce sont des idées qui me font vibrer, qui me donnent de la joie, qui créent un enchantement, qui créent des projets un peu stimulants. Alors souvent, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'ennuient dans leur métier, un défaut d'orientation, tout ça. Oui, pas de problème, change de métier. Non, ne change pas de métier. Par contre, premièrement, rêve ton métier autrement. Comment tu peux faire pour bouger certains trucs dans ton métier. Ensuite, observe, sois habile, prends des conseils, va chercher, mais reste dans ton métier. Hein. Et puis, à partir de là, tu peux, à l'extérieur de ton métier, créer des curiosités, des opportunités pour déployer des compétences, des points de vue en jachère qui peuvent être là, des prédispositions, des cordes à ton arc que tu ne connais pas encore ou à ton instrument de musique que tu ne connais pas encore. Et puis petit à petit, apprendre à les faire vibrer dans un métier que tu as déjà. Hein. Moi, mon premier métier, quand je sors avec mon diplôme de kiné, bon, bah, aujourd'hui, je ne fais plus du tout le même métier et pourtant, j'ai toujours un espèce de pancarte et de costard. Voilà, je suis kiné, je suis ostéo, tout ça. Mais au fil des années de mes curiosités, des ingrédients nouveaux que j'ai appris, que j'ai parcouru, que j'ai expérimenté, en fait, ça a colorisé d'une façon différente un métier de base. Voilà. Ensuite, important, je vais passer maintenant à l'apport du chamanisme. Pourquoi le chamanisme? D'où vient le chamanisme? Enfin, je vais donner un peu des choses un peu usuelles. Pourquoi le chamanisme? Parce que le chamanisme, dans les traumatismes, dans cet aspect-là, comment dire, de l'âme, le chamanisme, un des soins de base, un des soins premiers quand il y a un traumatisme, le chamanisme parle de perte d'âme. Et le chamanisme parle de récupération d'âme. Alors, souvenez-vous, hein, quand on perd son âme totalement, on est mort. L'âme, la dynamique spirituelle de l'âme peut se sidérer, se figer, s'amoindrir. Donc, il y a une forme de dépression après le trauma. Oui, ça, c'est une perte d'âme. Et la récupération d'âme, pareil, on fait parvenir les morts du royaume des morts. Ce qu'on réactive dans la récupération d'âme, ce sont des potentiels qui se sont comme mis en léthargie, qui ont été anesthésiés du fait d'un traumatisme. Et le traumatisme le plus important, ce sont les peurs, la peur de mourir. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de traditions chamaniques, en tous les cas, toutes celles que j'ai pu croiser dans mon parcours de chercheur, parlent de récupération d'âme, de perte d'âme, en tous les cas de l'aspect spirituel de la personne qui se trouve coincée dans un traumatisme où la peur de mourir a été activée. Donc il y a la peur de mourir en se faisant croquer par un lion dans la jungle, mais la peur de mourir d'une maladie, la peur de pas s'en sortir financièrement parce qu'on vient de se faire éjecter de son travail ou d'être en fin de droit du chômage. Enfin, voilà. Des grandes peurs peuvent vraiment créer de la sidération. Hein. Donc la récupération d'âme dans les traditions chamaniques, c'est le soin spirituel qui permet de redonner la vivacité à l'âme pour que les plans de conscience amènent un déploiement de capacités. Ces capacités au sein d'une tribu première sont très importantes. La survie de l'individu et la survie de la tribu. C'est le but de la récupération d'âme. Le job du chaman, c'est faire vivre la tribu, faire vivre l'individu pour que cet individu ait toute sa place dans une tribu. Maintenant, juste, je vous amène une question, un point d'observation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, l'âme individuelle, la force spirituelle d'un individu est autant reconnue et appréciée pour la société? Voilà, c'est vraiment l'âme de la société. Que veut l'âme de la société? Que veut l'âme d'une nation? C'est des vraies questions à se poser pour repérer l'endroit où les manipulations, les mensonges peuvent s'immiscer. S'il y a une perte
une perte de contact avec l'âme individuelle, l'âme société rentre en trouble et automatiquement, à ce moment-là, le génie destructeur peut se mettre en place pour créer de grands génocides, de grands assassinats de masse, par exemple, au décours d'une guerre. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, quelque chose d'important aussi, c'est que la terre d'Europe a été une terre chamanique. Hein. On a l'impression que le chamanisme en Europe, ça n'existe plus, ça n'existait plus. En fait, ça a existé de très longue date parce que toutes les sociétés premières avaient une relation spirituelle avec la nature, avec les animaux, avec le monde minéral, végétal et animal. Et donc, ce lien du sacré, on le retrouve dès les premiers parements, les premières mises après la mort, les rituels de mort avec des parures, avec voilà le monde funéraire. Donc on sait qu'à ce moment-là, l'aspect spirituel de l'individualité était évidemment déjà mise en lumière dans l'évolution humaine. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que au sein d'une tribu, au sein d'un groupe, au sein d'un individu, une âme forte, c'est une âme qui honore la sagesse des anciens. Hein, j'en parlais. L'âme est en relation avec la sagesse, avec la conscience des anciens, des défunts. Encore aujourd'hui, même si les gens n'ont pas de pratique spirituelle particulière, n'ont pas fait de chamanisme, à leur insu, les anciens et leur sagesse sont là pour stimuler la vie des vivants. Et quand un individu prend conscience de cette discussion intérieure, et donc de fois c'est de façon très comment dire banale, hein, c'est quelqu'un qui va comment je vais dire, qui va communiquer ou écouter la petite voix d'un grand-père, d'une grand-mère décédée avec qui il y avait beaucoup d'infinité. En fait, c'est comme si l'âme des personnes disparues ou l'esprit des personnes disparues pouvait influencer de belle manière la conscience de la petite fille, du petit-fils qui vit et qui est en difficulté. Hein. Donc ça, c'est des choses que beaucoup de gens font dans la prière de façon très simple, hein, très non apprise, j'ai envie de dire, très instinctive. Voilà. Et important aussi, pour dans le chamanisme, il y a vraiment cette notion que le futur peut être soufflé à l'oreille pour le meilleur de la personne vivante par les défunts, par l'esprit des défunts qui, eux, sont libres de la matérialité. Donc, quelque part, ils sont plus embêtés avec des tracas journaliers. Et donc, dans le tracas journalier, c'est très important de réussir à faire un peu de place au vide, au silence, pour recevoir les bonnes informations, les inspirations pour son chemin de vie personnel. Voilà. Le soin maintenant, quand on fait le soin de récupération d'âme, le soin consiste donc à aller dans le passé de la personne, dans l'espace-temps où la personne a subi le traumatisme ou la série de traumas. Donc c'est vibratoire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une médecine vibratoire. On a toutes les explications aujourd'hui en physique quantique sur le dédoublement de l'espace et du temps, le futur, le passé, enfin voilà, il y a beaucoup de scientifiques de très très haut niveau qui expliquent ça de façon magistrale pour expliquer en fait que le futur et le passé, le futur n'est pas écrit, même si on a l'impression qu'il est écrit, et en même temps, le futur, il peut être totalement bloqué par le passé. Et donc, si on modifie la trame et la vibration du passé, bah, quelque part, on modifie la trame du futur plus facilement. Voilà. Donc, ces grandes explications que nos scientifiques, physiciens, astrophysiciens nous donnent aujourd'hui avec leurs calculs et leurs recherches, leur conscience développée avec beaucoup de force spirituelle, en fait, montrent comment les chamans faisaient de la médecine quantique avant que le mot existât. Voilà.
Le but du jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une perte d'âme, c'est comme si une partie de la force vitale de la personne était, le disque était rayé, ça raye, ça boucle. Donc le disque à l'ancienne, hein, ça revient. Voilà. Ben, le soin, ça vise à faire passer le cran, sauter. Le cran rayé où il y a la blessure sur le disque, en fait, le but du job, c'est de faire sauter le petit cran. Mais derrière, la personne à qui on a fait sauter le petit cran du trauma prend toute sa responsabilité pour que cet impulse soit mis à profit pour reprendre possession et rêver un futur sorti du ressassement et de l'identification à son traumatisme. Voilà, à son traumatisme passé. Donc c'est à la fois être conscient du passé, faire sauter cette rayure traumatique, pour éviter que le disque ne raconte toujours la même chose. Et puis, une fois que le cran est passé, ben, le libre arbitre de la personne consiste à rêver son futur le plus enchanteur possible. Voilà. Donc, par exemple, quand on donne ce stage de récupération d'âme, donc c'est un stage sur 4 jours, on apprend ça. Donc, on apprend la récupération pour soi-même, donc on apprend à voyager dans son passé, on apprend à rêver son futur, on apprend à utiliser des animaux de pouvoir, des alliés de pouvoir en général dans son champ, ce que j'appelle dans la bibliothèque universelle. J'appelle ça la Shamanic Web Connection. C'est un peu humoristique, mais voilà, il y a une dimension universelle de ces reliances chamaniques. Et dans cette universalité, de trouver, de se réapproprier des liens privilégiés avec des alliances, ce qu'on appelle des alliés de pouvoir qui vont pouvoir aider à faire sauter le cran d'un traumatisme et d'un disque qui tourne en boucle. Ensuite, une fois que ça s'est fait, ben, dans ce stage, on apprend aussi à aller plus loin pour rêver son futur. Voilà. Ça peut paraître juste évident, mais c'est pas si évident que ça quand une part de soi est coincée dans une forme dépressive de soi, dépressive de l'avenir, dépressive de l'enchantement et de l'opportunité d'être vivant. Et puis, dans ce même stage de 4 jours, en fait, on apprend à travailler dans les espaces-temps d'une personne qui va donner un dossier. Donc, on apprend l'outil, la technique de récupération d'âme pour l'autre. Voilà. Donc on fait ça en 4 jours, donc c'est très précieux parce qu'on rentre dans une dimension spirituelle qui souvent émerveille les gens. Il y a vraiment quelque chose. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'outil chamanique, c'est que il y a une espèce de réouverture du monde des contes, un peu comme Alice au pays des merveilles, qui traverse différents mondes et puis qui prend beaucoup de plaisir, enfin beaucoup de plaisir, beaucoup d'apprentissage et d'initiation à travers ces différents mondes qu'elle redécouvre. Et quand elle se réveille, elle a quitté l'adolescence et elle est devenue une femme. Et à travers ce conte, en fait, moi j'aime beaucoup ce conte parce que quelque part, le travail de récupération d'âme, le travail de s'autoriser un travail d'élévation de conscience, quelque part, c'est faire, c'est se donner l'opportunité, c'est se donner l'autorisation de devenir plus adulte, plus responsable, plus engagé dans la vie. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a besoin de gens conscients et engagés, ayant une vision, je dirais, un peu différente de ce que nous propose notre pensée occidentale d'aujourd'hui. Voilà. Et ce stage de 4 jours, on propose, je sais pas, peut-être 3 ou 4 fois par an. En tous les cas, là, en décembre, il y en a un dans le sud de la France, vers Montpellier. Enfin voilà, vous trouverez facilement le lien sur Internet. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais aborder, il nous reste, oui, ça fait déjà 1h10, donc je voudrais aborder un endroit important, c'est le soin et la guérison. Je voudrais donner pour moi, des points importants sur qu'est-ce que c'est qu'un soin. Et c'est ma définition à moi. Pour moi, un soin, c'est quelque chose qui permet une élévation de conscience. C'est quelque chose qui donne envie à la conscience d'aller plus loin.
c'est pas seulement arrêter la souffrance, diminuer la voilure d'une souffrance, c'est toujours bienvenu, et ça vraiment, je le remets pas en cause. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est que la personne tire un apprentissage de l'étape difficile par laquelle elle est passée ou elle passe actuellement. Diminuer la voilure de la souffrance, c'est important, mais quel est l'enseignement, quel est l'apprentissage, quelle est l'expérience qui amène un dégagement de conscience? J'aime beaucoup, moi, cette expression, ça dégage de la conscience, c'est-à-dire quelque part, la personne grandit intérieurement. Elle augmente sa force spirituelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la guérison? Parce que pareil, c'est des grands sujets. Alors pareil, toujours pour moi, il y a l'évolution du symptôme, évidemment. J'ai mal au dos, j'ai plus envie d'avoir mal, je me suis cassé un truc, j'ai envie de retrouver ma pleine autonomie, tout ça, bah, évidemment. Mais des fois, il y a des symptômes qu'on ne peut pas complètement effacer. Je pense à des maladies chroniques, l'arthrose, la vieillerie, quoi. La vieillerie amène un certain nombre de dégradations qu'on ne peut pas complètement effacer. Et donc, c'est comment réussir à trouver une force de transcendance à travers un symptôme qui me handicape, qui me diminue quelque part, et qui peut-être me donne l'opportunité d'explorer un endroit de liberté auquel je n'avais pas pensé. Hein. Par exemple, je prends un exemple personnel. Dans la famille, on est tous attrapés avec du glaucome. Le glaucome, donc peu à peu, on perd la vue. Alors peut-être que ce soir, la caméra qui fonctionne pas est une allégorie pour que je pense à parler de ça. On perd la vue. Qu'est-ce qu'on fait? On développe son écoute, on développe sa sensibilité, ses perceptions les plus fines. Mais on augmente la vue intérieure, ma vision intérieure. Et c'est plein de sagesse. Moins je vois à l'extérieur, plus ça m'oblige à voir à l'intérieur. Et si je vois à l'intérieur, qu'est-ce que je peux percevoir de plus fin que ma vue externe restreignait à ma perception? Et donc, quelle est la conscience qu'à travers une perte de vue, je peux mieux développer en vision interne. Donc, par exemple, l'intuition. Hein, voilà. Donc, ce sont des exemples très simples, mais qui, de façon très pragmatique, permettent de voir le vieillissement autrement. Parce que vieillir, c'est pas forcément très rigolo. En perdant des fonctions, en perdant une certaine liberté. Voilà, moi, avec mon petit âge, je vois bien qu'il y a des choses que j'ai même plus envie de faire. Voilà. Par contre, je vois que il y a quelque chose en moi qui se développe, qui cherche à se développer parce qu'il y a une curiosité, il y a une appétence intérieure à développer d'autres compétences. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder ça à votre manière à l'intérieur de vous. Et toujours pareil, quand je perds quelque chose, que je libère des potentiels, quelle créativité ça me permet de mettre en œuvre, quelle audace à créer ce qui n'a pas été encore créé, et en vieillissant, en grandissant, quelles sont les possibilités d'aller plus loin, de faire des ponts, des reliances entre des matières que j'ai appris au fil des années, des expériences, comment je peux relier toutes mes compétences pour en faire une compétence plus grande. Voilà. Moi, j'appelle ça comment dire, l'addition des compétences. Voilà. J'aime beaucoup j'ai perdu le mot, il y a un mot qui m'échappe, sur l'aspect complémentaire de toutes ces compétences que l'on met ensemble et qui donne une recette de cuisine transcendante qui permet de déclencher des saveurs plus loin, hein, supplémentaires. Voilà. Et en fait, tout ça, pour moi, la guérison, le soin, cherche à quoi? Se rapprocher de sa mission d'âme, de sa destinée spirituelle. Quel est le sens caché de mon incarnation? Et là, c'est quelque chose qui est vraiment une affaire très personnelle, très individuelle. Et aussi, peut-être mieux, d'avoir confiance dans la vie et peut-être d'avoir confiance aussi dans le dessein spirituel de l'humanité. Beaucoup de gens, quand ils sont en dépression, ils perdent foi en l'homme, en la société, en la politique, en la médecine. Voilà, il y a des endroits où il y a une forme comment dire, d'abandon, où les gens ne croient plus à rien. Voilà. Mais en fait, plus on est en contact avec l'âme, plus il y a des espaces qui se développent, qui rentrent en contact avec la sagesse, plus on retrouve la noblesse
de la santé, plus on retrouve la noblesse de la politique, voilà, où mettre du sens sacré. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces dernières années parce que, au-delà de toutes les maltraitances qui ont été infligées au peuple, il y a quelque chose, au peuple en général, en pluriel, il y a quelque chose qui s'est mis en œuvre, quelque chose qui s'est réveillé pour ne plus se laisser faire mal dans ce type de maltraitance. Voilà. Donc, l'âme individuelle qui retrouve la foi, qui garde la foi dans l'adversité, c'est une âme qui collectivement retrouve la foi dans les adversités et donne envie à un monde, à une société, d'aller vers un chemin de transcendance, vers le meilleur. Voilà. Ensuite, un dernier chapitre avant que je puisse conclure, je dirais, c'est se prendre en main, c'est un choix de vie. Se prendre en main, c'est faire un chemin de se libérer de la souffrance, qui est pas si facile. Hein. Je me mets vraiment quand on est identifié à son histoire douloureuse, par exemple. Mais la vraie question, c'est qui je suis au-delà de mon histoire, au-delà de ma famille, au-delà de ma carte d'identité, au-delà de mon âge, qui je suis spirituellement. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, c'est quelque chose qui ne se découvre que dans mon livre le plus intime que l'âme contient. Et sortir de son histoire, de l'identification à sa carte d'identité, hein, quelque part, c'est accepter d'entrer dans l'inconnu, dans le vide, dans le mystère, dans un univers nouveau, et ça oblige à avoir à l'intérieur de soi une certaine forme de courage, une certaine forme de force pour oser se lâcher, tout simplement. Oser rentrer dans une candide naïveté. Et donc, ça oblige à être sécure dans l'insécurité. Comment trouver de la sécurité dans une autre forme d'insécurité? Et quand je dis ça, je ne veux pas dire vous lâchez toute matérialité, vous gagnez plus d'argent, vous vivez sous les ponts, dans la nature et tout ça. Pas du tout. C'est simplement dans votre confort nécessaire au bon déroulé de ce que vous avez besoin pour être confortable. Si je me désidentifie à mon métier, à ma famille, à mon histoire et plein de choses, qui je suis? Et qu'est-ce que c'est que je suis venu faire ici? Voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut s'ensemencer comme des nouvelles graines, des graines d'un futur, et on ne sait pas ce qu'on sème. Mais en tous les cas, tout est semé dans le sens de mes curiosités. Voilà. Dans le sens de la vie, dans le sens de la sagesse. Moi, j'appelle ça souffler dans le sens du vent. Et les graines vont se poser quelque part, mais on ne sait pas où. Ça va pousser, on ne sait pas quand, ou ne jamais pousser. Il y a des lois là-dedans qui nous échappent. Mais en tous les cas, suivre ces curiosités, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire au chemin de trouver le sens de son identité spirituelle. Ensuite, prendre sa vie en main, c'est accepter de sortir de la fascination du corps de souffrance. Corps de souffrance personnel, corps de souffrance familiale, avec ses enfants, avec ses parents, corps de souffrance collective. Et sortir de l'identification à celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est difficile parce que rentrer en contact avec le corps de lumière, donc avec le futur, ben en fait, c'est moins tangible, c'est plus abstrait, c'est moins palpable, donc automatiquement, des fois on y est, des fois il y a des grands enthousiasmes, des fois on se désespère parce qu'il se passe plus rien. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus délicat. Hein. Et petit à petit, pour moi c'est la très bonne nouvelle, c'est que cette âme qui flotte entre le corps de lumière et le corps de souffrance, petit à petit, elle va littéralement comme être aspirée par l'intuition, aspirée par la lumière, aspirée par le futur. Et petit à petit, quand les gens font ce travail sur l'âme, qui se libèrent de l'identification et des souffrances associées aux histoires les plus terribles de leur vie et de leur histoire personnelle, petit à petit, ben, cette âme
entre guillemets, qui flotte entre le corps de lumière et le corps de souffrance, ben, plus facilement, elle rentre dans une sorte de vide d'aspiration par le corps de lumière. Et à ce moment-là, les opportunités, les intuitions, les hasards, la petite voix intérieure, elle y devient plus audible dans ce silence, dans le moindre souffrance. Voilà. Par contre, ça oblige à aussi relâcher le corps mental qui, lui, souvent veut tout contrôler. C'est pour ça que je dis souvent, trop d'études tuent l'opportunité de se laisser aller, de s'abandonner aux opportunités de l'aspiration, de l'intuition. Parce que, ben, mine de rien, les études, ça crée une sécurité. Se mettre dans l'insécurité, et moi ça m'avait beaucoup choqué par les premiers chamans que j'ai rencontrés il y a longtemps. Ils me disaient, il va falloir que tu apprennes à désapprendre. Oh là là, j'avais tellement de mal à apprendre que, en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Moi qui ai tant de mal à apprendre, il faut que je désapprenne ce que j'ai appris, ce que j'ai mis tant d'années à apprendre, c'était juste pas possible. Mais après, j'ai compris le sens de cette proposition, qui est pas une proposition malsaine, bien au-delà. C'est comment relâcher le mental de tous ces apprentissages structurels, universitaires, pour rentrer dans le chuchotement du souffle et de la parole poétique de Dieu, j'ai envie de dire, qui donne quelque chose qui peu à peu crée une aspiration vers un ciel étoilé, quoi. Voilà. C'est un petit peu poétique mes phrases, mais que vous saisissiez que l'âme, elle respire, elle s'inspire du souffle divin. Voilà. Et le regard et l'âme qui change de point d'observation amène souvent les solutions aux problèmes qui s'imposent dans nos vies très pragmatiques, très matérielles. Il faut dormir pour trouver le chemin de sa croissance, pour trouver le chemin des difficultés, des frictions, des choses qui vont pas bien dans sa vie. Et en fait, dormir est tellement important, rêver est tellement important, parce que l'information, les informations, j'ai presque envie de dire, les modifications de conscience se passent en partie dans le vide, dans l'absence du mental en tous les cas, qu'on a l'impression de contrôler, et là, quelque chose d'autre peut s'enchanter. Voilà. Ensuite, je voudrais juste conclure en disant, voilà, tout ce que je viens de dire, il y a toujours la possibilité et l'importance du libre arbitre. C'est-à-dire que on n'a aucune obligation de trop se secouer, de trop se maltraiter pour faire évoluer son âme, pour trouver sa mission de vie et tout ça. On a le droit de se reposer dans une vie. On a le droit de pas trop se chercher des poux dans la tête tout le temps. On a le droit de prendre du plaisir. On a le droit. Ce libre arbitre est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression. Le paradis ne sera pas meilleur pour les gens qui ont l'impression d'avoir fait un gros travail sur l'âme, un gros travail de conscience et spirituel. À cet endroit, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Donc, si vous ne sentez pas qu'il n'y a pas d'appel intérieur à évoluer spirituellement, ne vous meurtrissez pas, cherchez pas. Hein, la vie, elle va vous amener suffisamment de beauté et de révélation pour vous amener le meilleur chemin. Voilà. Parfois, certains nœuds de son histoire personnelle sont vraiment difficiles à trouver. Il y a de vraies difficultés à trouver le chemin de la pacification totale dans certaines histoires terribles. Donc ça, à ce moment-là, c'est comme on pouvait travailler vraiment en entraînant son mental très fort pour aller directement se câbler sur son futur. C'est-à-dire que là, il faut vraiment aller travailler très fort la force de la transcendance, de la créativité pour dépasser son histoire perso, aller au-delà. Quelque chose ne va pas être lissé, donc ça veut dire que de temps en temps, ça va revenir un petit peu dans la boue d'une histoire trop douloureuse, extrêmement douloureuse. Mais par contre, quand la personne a trouvé
le chemin de la transcendance, il y a une foi inébranlable qui se met en place. Et quand la personne retourne dans la boue d'une histoire terrible, elle sait et elle garde la foi que une semaine après, 10 jours après, clac, elle va pouvoir ressortir d'un coup de la boue qui l'attrape de temps en temps, voire très régulièrement. Donc, oser rêver un futur plus épanoui, un monde meilleur, c'est quelque chose qu'il est très important de mettre en place. Et rêver son futur, rêver un monde meilleur, ce n'est pas rêver le monde parfait. L'utopie de la perfection, on aurait tous des points de vue différents sur une façon de rêver la perfection. Ben, le monde est imparfait, c'est ce qui fait qu'il est en mouvement, parce qu'il y a toujours une recherche. Donc, l'âme, elle se met en recherche et en même temps, elle accepte toutes les imperfections. Par contre, la multitude des imperfections crée in fine quelque chose qui est pas si mal. Voilà. Donc l'âme est en contact avec toutes les aberrations humaines et parfois inhumaines. Et l'humanité, elle est faite de ça. Donc il y a une certaine forme de sagesse à maintenir son cap intérieur et à laisser faire toutes les imperfections. Par contre, dans les imperfections que propose la diversité humaine et inhumaine, je choisis d'aller me mettre en contact avec des familles d'âmes qui me font du bien. J'ai pas de masochisme et spirituellement, il n'y a aucun masochisme à avoir, à se mettre en difficulté dans des lieux qui sont pas adaptés à votre sensibilité. Donc, regroupez-vous avec des âmes qui vibrent comme vous. Voilà. Pour ma part, j'ai fini l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Ce que je propose, c'est de me poser éventuellement quelques questions. Je vous écoute. Enfin, je suis attentif à vos questions dans le chat. Si vous avez quelques questions, je serais ravi de pouvoir y répondre. Voilà, en sachant que évidemment, je n'ai pas pu être exhaustif. Voilà, Denis Galliano, j'ai vu que vous aviez posé la question sur est-ce que la mort d'un proche a même les mêmes conséquences. Alors, je sais, il faudrait que vous me reprécisiez un petit peu dans une autre question ce que veut dire la mort d'un proche et les mêmes conséquences. Voilà. Ensuite, merci Corinne pour la question. Qu'est-ce que je pense de la nuit noire de l'âme? Alors, la nuit noire de l'âme, pour moi, correspond à une période d'évolution spirituelle où l'ego est totalement en conversion, en blessure, et l'ego, en se débattant, est prêt à faire mourir la personne. C'est-à-dire que l'ego, on a besoin d'ego, mais la partie la plus toxique, la plus négative de l'individu, elle se met à un endroit où la personne rentre en lutte avec elle-même. Donc c'est comme si la personne était en lutte avec les forces noires qui la traversent et les forces mystiques qui la traversent aussi. Et l'ego, il fait yo-yo un peu entre les deux, mais en cherchant vraiment une puissante force de destruction. Donc ce sont des périodes extrêmement douloureuses où la personne peut quasiment mourir. Il y en a qui meurent concrètement, ou alors dans cette mort de l'ego malsain, la personne accède à une forme de transcendance qui derrière la libère d'un ego malsain. Donc elle rentre derrière, elle peut vraiment enclencher des formes de mise au service totalement altruiste, au service de l'humanité, au service d'une cause, voilà. Elle ne travaille plus pour elle, hein. Donc elle travaille pour l'humanité et elle se met au service, voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une dépression, c'est vraiment une traversée spirituelle où l'enjeu de vie et de mort est touché et où l'ego malsain peut amener jusqu'à la mort de la personne de plein de façons, hein, que ce soit la maladie, le suicide, voilà. Et derrière, par contre, il peut vraiment y avoir une libération de conscience et de compétences, souvent spirituelles, qui se mettent en jeu et qui rentrent au service, j'ai presque envie de dire gratuitement, sans attendre un retour égotique sur
sur le, comment dire, égotique pour magnifier la personnalité, quoi. Voilà. C'est quelques premiers éléments. Ensuite, le deuil, le choc de la mort de l'autre. Alors, toute mort, tout deuil amène une forme de dépression. Et certaines dépressions n'amènent pas une perte d'âme. Ça peut, mais pas forcément. Et donc, le travail thérapeutique, psychothérapie, le cycle du deuil peut se faire parfaitement. Par contre, parfois, le décès d'un proche peut amener une perte d'âme, mais parce que le décès d'un proche peut faire écho à d'autres deuils. Et toujours pareil, ce qui n'aurait pu être qu'une dépression, finalement, ça amène par addition une perte d'âme, parce que il y a des fois, moi j'ai des histoires, une personne, en une année, elle a perdu 3 êtres proches. Bon, une perte, c'est douloureux. 2 pertes, ça fait beaucoup. 3 pertes. Spirituellement, c'est comme si c'était une dépression tellement forte. Ça va ramener aussi la question de Françoise sur la différence entre le travail de psychothérapie et le travail spirituel. C'est qu'en fait, la dépression, c'est vraiment un plan de conscience particulier qui s'exprime et qui amène une réparation qui, j'ai presque envie de dire, avec le temps se recolle. Quand il y a perte d'âme, le temps n'y peut rien. La personne reste quelque part collée dans un deuil qui ne finira jamais. C'est comme s'il y avait quelque chose de figé dans le deuil et qui échappe à la psychothérapie, et j'ai presque envie de dire qui échappe à toute thérapie. C'est une dépression, comment dire, qui bouge pas. Alors ça veut pas dire que rien ne s'améliore, mais il y a quelque chose qui reste écrasé dans la dépression. Donc il y a une fonctionnalité qui revient, mais il y a certaines personnes qui ne se relèvent jamais. Là, il y a perte d'âme. Le travail au psychothérapie, la différence entre un soin spirituel et un soin de psychothérapie, c'est une vraie question, hein, parce que je veux dire que le soin spirituel commence là où le soin psychothérapie n'arrive plus à évoluer, n'arrive plus à faire évoluer la personne, parce que il y a une forme d'intrication entre les deux, et la différenciation est loin d'être facile. Quand la personne n'évolue plus en psychothérapie, ça ne veut pas dire que la psychothérapie a fait un échec, c'est simplement il y a la dimension spirituelle qui a besoin d'être activée à ce moment-là. Beaucoup de psychothérapeutes amènent une dimension spirituelle dans leur regard, dans leur forme transcendante, donc c'est compliqué de faire une généralité, mais il n'empêche que parfois un soin spécifique spirituel, de récupération d'âme par exemple, peut amener vraiment un saut qui permet derrière de réamorcer quelque chose, comme si la pompe était désamorcée. Voilà. Ensuite, il y a une question par rapport, qu'est-ce qui peut faire baisser un mental qui ne s'arrête plus et qui amène l'âme à une déconnexion de l'écoute, je vois de l'écoute extérieure, j'imagine de l'écoute intérieure. En fait, le mental, on ne peut pas l'arrêter. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est le diriger sur des choses qui l'occupent. Et ce qui l'occupe, c'est si je mets ma pensée vers un soleil, par exemple, je ferme les yeux, j'imagine un soleil. En fait, vous pouvez le faire là pendant qu'on est ensemble. En fait, si je ferme les yeux et que j'imagine un soleil, c'est-à-dire que je mets dans mon imagination un soleil et que je le rêve, que je le dessine dans ma tête en 3D, que je le mets avec plein de couleurs, avec plein de flamboyance, avec plein d'activités solaires, avec plein d'explosions, plein d'activités. Mon mental, pendant qu'il fait ça et que c'est très prenant, mon mental, il va pas avoir du temps à faire autre chose. La même chose, si je fais un art martial avec un adversaire en face, si mon mental est occupé à autre chose, je peux vite me prendre une baigne parce que je suis plus tout à fait avec mon adversaire. Donc c'est comment je fais pour occuper mon mental, le rendre dans quelque chose qui me fait du bien mentalement. Et à ce moment-là, la dissipation du mental, elle est un peu mise en difficulté parce que je suis centré sur une activité particulière. Et on sait que un mental, arqué
dans une direction a beaucoup de mal à faire autre chose, sauf si on lui donne une activité mentale d'1 heure, parce qu'au bout de 40 minutes, il en a marre. Donc, il veut changer d'activité. Et donc, c'est important de connaître cette dynamique-là pour lui proposer une diversité d'activités mentales passionnantes qui vont le passionner et qui vont le tirer vers le haut. Voilà. Et puis, ce qui est important pour ceux qui ont du mal à calmer le mental la nuit, eh ben, la même chose, mais c'est de dormir. Donc, de trouver des combines pour dormir et se plonger dans le noir, dans l'oubli, dans l'univers, aller sonder la profondeur de l'univers, dans le noir absolu, dans le noir transparent. C'est une petite combine qui peut aider certaines personnes à se rendormir. Voilà. Et le mental, on ne peut pas le déconnecter. Voilà. Ensuite, il y a une question par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est compliqué parce que il y a plusieurs pistes sur l'Alzheimer, effectivement. Il y a le plan cognitif qui est troublé, mais il y a le plan cognitif qui peut être induit par une dégénérescence cérébrale. Et puis, il y a un endroit où des fois les gens sont extrêmement présents, et puis par moments extrêmement absents, extrêmement lucides et complètement non lucides. Donc, c'est vraiment de voir que... voilà. Mais l'âme, tant que la personne est là, partez du principe que l'âme peut toujours progresser. Donc, c'est important d'avoir une discussion, des rencontres avec la personne, même si on a l'impression que quelque chose n'est plus là. Voilà. Alors, il y a une question de Véronique sur est-ce que 2 personnes peuvent avoir une gémellité d'âme. Alors moi, je parle pas de gémellité d'âme, je préfère parler de famille d'âme. Voilà. Parce que gémellité, c'est du duo, c'est du trio. Mais par contre, famille d'âme, quelque part, on s'y retrouve. Voilà. C'est pour ça que des regroupements de chercheurs, de quêteurs, de méditants, de gens passionnés, même de collectionneurs, des collectionneurs de timbres-poste qui voyagent comme ça, de gens qui vivent une passion, de motards qui vivent une passion pour la mécanique. Voilà. Mais quelque part, c'est une famille d'âmes et je trouve quand même que c'est toujours une belle façon de se regrouper, d'apprendre. Et puis, on a un réseau familial, on a sa famille de sang, j'ai envie de dire, et puis des fois on n'est pas tout à fait content ou satisfait de sa famille d'âme, enfin de famille génétique. Par contre, on a le droit d'avoir plusieurs familles d'âmes avec des passions différentes. Voilà, moi j'aime beaucoup avoir des familles et voir par exemple que dans les stages, les gens qui viennent, on peut avoir des points de vue, je sais pas, politiques, de pensée un peu différentes, mais globalement, tout le monde se pose la question du sens de la vie, de l'évolution spirituelle, de découvrir le merveilleux de ces différents plans de conscience. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et donc pour rebondir par rapport à la question des âmes sœurs, c'est un peu ces histoires-là on a un peu des fois une fantaisie, un fantasme de retrouver la même personne, un peu comme un double en face. Sous forme d'un homme ou d'une femme, mais en fait comment dire, l'âme sœur, il peut y avoir beaucoup d'illusions et une quête un peu désespérée de retrouver ça. Pour moi, quelque part, l'âme sœur, elle est sur un autre plan, dans ce qu'on appelle en chamanisme les doubles, c'est-à-dire où il y a une forme de retrouvailles avec une perfection de conscience spirituelle dans les autres plans. Voilà. Et moi, personnellement, c'est très intime ce que je veux dire, mais il y a quelque chose où je suis sorti de l'illusion de rencontrer l'être parfait en face, mais j'aime rencontrer l'imperfection en face parce que dans mes expériences les spirituelles les plus intimes, je sais où est ma véritable demeure, je sais avec qui d'où je viens quelque part et où est la perfection de l'âme sœur. Elle n'est pas sur ce plan terrestre pour moi, elle est sur le plan spirituel, donc dans les plans de conscience les plus éloignés de ma vie terrestre, parce que voilà, j'ai eu un certain nombre d'expériences dans ces univers qui m'ont tout à fait émerveillé. Voilà les amis. Écoutez, je vois pas arriver d'autres questions, ça fait 1h40 que nous sommes ensemble.
La prochaine fois, j'essaierai je vais reprendre le truc, je vais revoir pourquoi j'ai pas pu activer la caméra ce soir, alors que dans tous mes autres essais, j'ai réussi. Là, j'ai pas réussi. Mais voilà, ben, c'est comme ça. La perfection est dans l'imperfection. Merci de vos remerciements que je vois passer. Je vous souhaite une très belle soirée. L'enregistrement est activé, donc je ne sais pas trop encore comment je vais le mettre en ligne, mais je vais résoudre cette histoire-là. Et puis au plaisir de vous rencontrer, peut-être très rapidement dans un stage de partage sur l'âme. Voilà. De tout cœur, je vous souhaite le meilleur pour votre futur et que votre présent soit enchanteur. Et comme il est assez tard, je vous souhaite de très beaux rêves. À bientôt.